So, welcome. It's for me a great pleasure to introduce our colleague and my dear friend Axel Czerniawski, who yesterday gave a conference already on Deleuze, amazing, clear conference. And today he will give his course, his lecture in French. So I will also introduce him in French. Donc, je suis très content de pouvoir introduire pour vous notre ami Axel Czerniawski, qui a fait sa thèse avec Chantal Jacquet, qui a été publiée aussi et qui vient d'être traduite en anglais. Donc, vous pourrez aussi trouver le flyer, je crois, je ne l'ai pas imprimé tout de suite, mais je vais l'imprimer pour après. Donc, le titre de son livre, c'était Concept et méthode, qui a été traduit, donc, dont il a parlé hier. Outre cela, il a écrit en espagnol un très beau livre, une introduction à Spinoza, qui est ici. Et il vient de publier un livre aussi extrêmement intéressant chez Tusquets, aussi en espagnol, sur la dispersion de la idiotesse, sur la stupidité, la bêtise, etc. Donc c'est un auteur prolifique, mais aussi très clair et très intéressant. Et il va nous parler maintenant donc, sur le statut du mal dans l'œuvre de Spinoza. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Merci énormément tout d'abord, Roland, Cyprien, Florian, Tsuyoun pour cette belle rencontre, importante rencontre sur un thème central, je dirais, de la philosophie de Spinoza, qui ne laisse pas de poser de problème. Mais oui, voilà, je vous remercie énormément de cette invitation. C'est un plaisir énorme d'être ici, un honneur. Et je suis très... je crois que sans doute, pendant ces journées, on va beaucoup progresser par rapport à la compréhension de tous ces problèmes dans l'œuvre de Spinoza. Alors, without further ado, les questions que je vais adresser, ce sont tout simplement les questions qui nous rassemblent dans cette conférence, les questions qu'on a posées à l'œuvre de Spinoza depuis qu'elle est apparue, les questions qu'on a posées à Spinoza, que Spinoza s'est posé lui-même une fois admis certains principes. Si le crime et le péché ne sont rien de positif, comment expliquer le mal ? S'il n'y a rien dans les idées de positif, à partir de quoi on peut le dire fausse, en quoi consiste l'erreur? Si par réalité et perfection, nous devons comprendre la même chose, comment est-ce possible que la réalité ne soit tout le temps complètement parfaite? Comme vous voyez, elle concerne tous les statuts de la négativité. Ce que je vais vous proposer, c'est de les aborder à partir de la distinction entre l'essence et l'existence. Et pourquoi? Parce qu'il me semble que nous pouvons arriver très loin dans le spinozisme sans penser beaucoup à cette distinction, comme on disait hier, Cyprien. Alors on se dit que toute chose finie et se définit par un degré de puissance, par un intervalle de puissance, que la joie correspond à l'augmentation de cette puissance et la tristesse à la diminution de cette puissance, que c'est là la santé, la bonté du système de Spinoza, que les actions sont les sentiments desquels nous sommes la cause, que les passions sont au contraire les sentiments desquels nous ne sommes pas la cause, que le but est que n'importe quelle chose puisse devenir cause de joie, aimer la nature tout entière, puis intégrer cet amour dans l'amour que la nature éprouve pour elle-même. Et, bien évidemment, c'est déjà beaucoup. On rencontrera des problèmes locaux par rapport auxquels on inventera des solutions provisoires, mais je crois, plus ou moins, ça ira. Or, il me semble que si l'on prête suffisamment d'attention à la profonde hétérogénéité entre l'essence et l'existence, si on s'équipe d'une définition assez détaillée de l'essence, tous ces problèmes et d'autres encore reçoivent une solution intégrale, une solution économique aussi, et
vous me direz si assez satisfaisante. Alors là, je serai tout à fait honnête, je soumets une hypothèse aujourd'hui. Parfois, on a passé beaucoup de temps à travailler sur un sujet, on est en condition de soutenir une thèse. C'est pas fausse modestie, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment proposer une hypothèse, on en discutera pendant ces jours. Mais avec cette hypothèse dans la tête, je vous proposerai donc de commencer par le problème qui, en relation à notre sujet, au sujet de la négativité, me semble le plus immédiat, le problème du mal, pour ensuite nous demander qu'est-ce que nous pouvons en déduire du traitement du problème du mal par rapport à la question de la différence entre l'essence et l'existence, pour finalement, ayant gagné quelques clartés là-dessus, j'espère, considérer le problème de l'erreur qui me semble un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un peu notre feuille de route, mais deux avertissements, disclaimers, avant de commencer. Alors, premièrement, je veux me rapporter à l'état le plus achevé du système, donc à l'éthique. Impossible de faire l'historique de chaque notion, on ne finirait jamais. Même question pour les commentaires, les interprétations, impossible de faire le répertoire de tous, vous reconnaîtrez les plus canoniques, chacun comparera avec les siennes, mais question de temps, impossible. Alors, commençons donc par le problème du mal. Pardon, j'aurais besoin de... Commençons donc par le problème du mal et par rappeler ce que nous en savons par rapport à lui, afin de cerner les difficultés. Qu'est-ce que nous en savons par rapport au problème du mal? Premièrement, nous savons qu'il n'y a pas de mal au niveau de la substance, au niveau de la nature, au niveau de Dieu, pas de mal. Là, le mal d'un mode fini, d'une créature ou d'un individu n'est pas nécessairement le mal d'un autre, mais certainement, ce n'est pas un mal au niveau du tout. Admettre un mal à ce niveau, c'est admettre que la nature agit en vue des fins, qu'il y a la possibilité d'un extérieur par rapport à la nature, toute contradiction ou raisonnement fallacieux du point de vue de Spinoza. De ce point de vue, donc, le mal n'est qu'un être d'imagination, nous dit Spinoza à la fin de la préface de la première partie de l'Éthique. S'il y a un mal, donc, nous devons le chercher au niveau de la chose singulière, mais à ce niveau, nous le savons aussi, le mal, entendu comme privation, n'est rien du tout non plus. Pas besoin de s'arrêter là-dessus non plus, je crois. Nous le savons par cœur aussi. L'aveugle ne manque de rien, disons-nous d'habitude, pour raccourcir. Le mal, dans ce sens, n'est que le produit d'une comparaison entre quoi et quoi, entre une chose et un modèle, ou avec une chose qu'elle n'est pas, ou avec un autre moment de son histoire, mais rien de positif. La question consiste donc à savoir si, à côté de ces deux formes de mal, illusoire, on peut admettre une troisième forme de mal, réelle cette fois-ci. Or, je crois qu'il doit y en avoir, il faut. À partir du moment où Spinoza nous dit qu'il faut conserver ces vocables, c'est du bien et du mal pour désigner ce que nous savons avec certitude, nous être utiles ou inutiles, il doit y en avoir une forme réelle du mal, deuxièmement, puisque une connaissance vraie du bien et du mal est possible. La connaissance du mal est sans doute une connaissance inadéquate et il faut comprendre pourquoi, mais Spinoza aussi nous présente une connaissance vraie du bien et du mal qui exige donc que le mal et le bien qui s'y oppose soit quelque chose de réel. Or, surtout, troisièmement, il doit y en avoir une forme réelle du mal finalement pour que le mal puisse correspondre à une moindre perfection. Nous le savons aussi, par perfection et réalité, nous devons comprendre la même chose, raison pour laquelle à une moindre perfection, et donc au mal, doit correspondre aussi quelque réalité, une moindre réalité. Encore une fois, il s'agira d'une réalité relative et non d'une réalité absolue, mais réalité relative, ça ne veut pas dire irréelle ou non réelle. La question est donc de quelle réalité s'agit-il? Et il me semble que pour commencer à répondre à cette question, on peut se rapporter à la proposition par laquelle commence le traitement du mal, au moins par rapport à la chose singulière, c'est-à-dire à la proposition 4 de la deuxième partie de l'Éthique, qui nous dit que, peut-être vous vous souvenez, nulle chose ne peut être détruite,
sinon par une cause extérieure. Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment la comprendre? Elle concerne tout d'abord, bien évidemment, la chose singulière. Elle établit que le mal est extérieur à la chose, donc il faut le comprendre sous le modèle du choc, sous le modèle du projectile. Nous connaissons les objections immédiates prévues par Spinoza à ce niveau. Que dire alors de l'intoxication? Que dire alors du suicide? Est-ce que le projectile, à un moment donné, ne devient pas une partie intérieure de mon corps, ne pénètre pas mon corps? Réponse de Spinoza. Bien sûr, mais cela ne change rien à la question. Le boulet dans mon corps ne fait pas partie de mon corps, tout comme le Lesotho ne fait pas partie de l'Afrique du Sud, tout comme le Vatican ne forme pas partie de l'Italie. Et tout ce que nous pouvons dire à ce sujet sur les corps, nous pouvons le dire bien évidemment sur les âmes et leurs idées, donc pas de difficulté jusqu'ici, je crois. Nous avons l'impression que ça commence à compliquer, mais en général ça va. Cependant, il y a au moins un cas qui me semble ne pas tomber si facilement sous cette description, un cas que Spinoza examine de très près dans sa politique. C'est celui de l'ennemi intérieur. De l'ennemi intérieur dont le crime de lèse-majesté constitue un exemple. Voilà très clairement un élément intérieur. Il s'agit d'un citoyen, et d'un citoyen qui n'abandonne pas sa condition de citoyen lorsqu'il commet le crime, et indubitablement d'un mal indubitable. Il s'agit d'un ennemi, non des autres citoyens, ou pas seulement, mais de la ville à laquelle il appartient, et qui n'obéit donc au schéma du choc ou du boulet dans le corps. Et rappelons que Spinoza nous dit que les cités doivent craindre beaucoup plus leurs citoyens que les ennemis du dehors. L'exemple, c'est Rome, à un moment où le Vatican n'existe pas encore, et je ne veux pas dire que le Vatican, c'est l'ennemi intérieur de Rome, pas à la catholique université. Mais Spinoza nous dit que les cités doivent craindre beaucoup plus leurs citoyens que les ennemis du dehors, et les rois leurs propres fils, devenant maintenant la famille, et non l'État ou la cité, l'individu de référence. Or, Spinoza promeut l'ennemi intérieur au rang de mal principal dans le domaine politique. Nous, de notre côté, nous ne pouvons pas, au contraire, restreindre cette forme de mal qu'à ce domaine. Cela aussi, je crois, nous le savons par cœur, donc pas besoin de s'arrêter ici non plus. Spinoza conçoit les cités et les États comme le reste de la nature, et il n'y a aucun empire qui puisse être un empire dans un empire. Or, si cela nous semble ne posséder qu'une valeur programmatique, disons, je crois que nous nous pouvons rapporter à cette description physiologique que Spinoza fait de la perception dans la deuxième partie de l'édicte, parce que là, il nous dit que des corps extérieurs déterminent des parties fluides du corps humain à venir souvent frapper contre des plus molles, qu'ils changent les surfaces de celles-ci, etc., etc. Alors, on pourra dire bien sûr que cela ne concerne pas l'expérience du mal, mais je crois que la différence n'est que de degré. La douleur ne consistant qu'en une pression plus forte, une sensation plus aiguë. En fait, je dirais le contraire. Je dirais que dans toute perception, c'est-à-dire dans quelque chose d'aussi banal, d'aussi ordinaire que la perception, le mécanisme qui produit le mal est déjà à l'œuvre. Et nous ne dirons pas que les parties fluides, les parties molles, les surfaces, les mouvements de notre corps sont extérieurs au corps. Alors, que veut dire Spinoza quand il nous dit que nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure? Cette cause est extérieure, mais par rapport à quoi? Pas par rapport au corps, comme nous venons de le voir, pas par rapport à l'âme non plus. À ce niveau, le parallélisme doit être respecté. Ou pas par rapport au corps ou à l'âme tout court. Mais quand nous disons tout court, déjà la réponse se fait annoncer. Nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure, mais extérieure à son essence, à celle de son corps ou à celle de son âme. C'est bien dont il est question dans la démonstration de la proposition, qui dit « La définition d'une chose quelconque affirme l'essence de cette chose, et donc aussi longtemps que nous ne prêtons attention qu'à la chose en elle-même, c'est-à-dire à son essence, et non aux causes extérieures, nous ne pourrons pas trouver en elle rien qui puisse la détruire. » Et c'est parfaitement logique,
dans ce que nous pouvons trouver de plus proche d'une définition de l'essence, qui n'est pas exactement une définition de l'essence, mais dans ce que nous pouvons trouver de plus proche d'une définition de l'essence, dans le texte, Spinoza nous dit « appartenir à l'essence d'une chose, c'est dont la présence pose nécessairement la chose, et dont la suppression supprime nécessairement la chose. Autrement dit, l'essence est ce grâce à quoi la chose est ce qu'elle est, et donc il ne peut y avoir rien dans l'essence d'une chose qui la fasse être autre chose ou ne pas être du tout. C'est donc par rapport à l'essence que les choses dont l'existence sont ennemies ou alliées, instruments ou obstacles, que le boulet dans mon corps est extérieur à moi ou que le pinceau dans la main de l'artiste est en quelque sorte intérieur à l'artiste. » Qu'est-ce que ceci nous apprend par rapport au problème du mal? Qu'est-ce que ceci nous apprend par rapport au problème du mal? Non qu'il ne soit pas, non qu'il ne soit pas, non qu'il ne soit rien, juste qu'il n'a pas d'essence, qu'il est inessentiel. En fait, pas exactement, ça aussi c'est vrai, mais il faut encore le prouver. Par l'instant, je dirais que, simplement, le mal ne peut appartenir à aucune essence. Ni à celle de Dieu, bien évidemment, pour que le problème du mal ne se pose pas, mais pas non plus à celle de la chose singulière, parce que cela impliquerait une contradiction. Mais rien de cela empêche que le mal soit, c'est-à-dire qu'une certaine forme d'être, de réalité lui corresponde, non celle de l'essence d'une chose, par rapport à laquelle il est toujours extérieur, mais celle de son existence, par rapport à laquelle il peut être intérieur, comme le cas de l'ennemi intérieur. Le mal, on dira alors, ne peut appartenir à l'essence d'une chose, mais peut lui appartenir en tant que chose existante. Dirons-nous qu'il existe? Dirons-nous que le mal existe? Pas exactement. Les corps existent, les âmes existent, mais le mal n'est pas un mode. Est-il un rapport? Est-il une relation? La causalité est une relation et le mal n'est pas nécessairement produit par la causalité. Je dirais que le mal est l'effet possible d'une relation dans l'existence, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. À nous d'admettre que l'être, dans la philosophie de Spinoza, se dit au moins en deux sens, ou, si nous préférons, réserver le terme d'être pour l'essence et de dire que seulement les essences sont, et donc d'admettre que la réalité, c'est le terme générique que plusieurs fois Spinoza emploie, nous d'admettre que la réalité se dit en deux sens, de l'essence et de l'existence. L'existence n'est pas illusion ou seulement illusion, elle n'est pas irréelle. Certes, elle n'est pas ce qu'il y a de plus réel. Elle est moins réelle que l'essence, dans un certain sens, mais l'essence n'est pas la seule réalité. Est-ce que le mal est relatif? Est-ce qu'il n'y a pas de bien et du mal, mais juste du bon et du mauvais? Sans doute, mais parce qu'il appartient à l'existence. Le mal est relatif parce que existentiel et non l'inverse. La différence est importante. Tout d'un coup, le discours devient un peu taxatif, non? C'est le vice du discours philosophique, mais je reviens à l'acclaration, à la remarque antérieure, c'est vraiment une hypothèse. Après, le temps devient taxatif, mais il faut ignorer ça. Enfin, le mal est relatif parce qu'existentiel et non l'inverse. Et la différence est importante. La différence est importante parce que si nous disons juste que le mal est relatif, nous pouvons croire qu'il est relatif au sujet, c'est-à-dire qu'il dépend de celui qui le perçoit, et que la subjectivité est source d'illusion, que le mal ne serait rien de réel. Autrement dit, on pourrait contrebander, pour ainsi dire, la subjectivité et l'illusion dans la relativité. Or, comme nous disons qu'il appartient à l'existence, il devient clair que, tout en étant relatif, il est objectif. Il dépend de celui qui le perçoit, mais il n'y a pas de chose singulière, d'objet pour lequel il n'y aurait pas de mal, est réel. Il ne correspond à rien d'essentiel dans les choses, mais fait partie de leur existence. Alors, il me semble que pour résumer cette première analyse, mais aussi pour la reprendre autrement, on pourrait dire que c'est comme s'il y aurait trois interprétations possibles. Première interprétation possible, le mal n'est rien du tout. Le mal n'est rien du tout, mais ceci équivaut à dire que seules les essences sont réelles et que tout le reste n'est qu'illusion, même le passage à une moindre perfection assez problématique. Deuxième interprétation possible, on pourrait affirmer que le seul mal possible est le produit d'une illusion particulière qui consiste à comparer la chose avec ce qu'elle n'est pas, avec un modèle, avec une autre chose, etc. Mais
dans ce cas, la douleur, la tristesse, la haine, etc., restent sans pouvoir devenir encore les objets d'une connaissance vraie, d'une certitude. Troisième option, on admet, comme le fait d'ailleurs Spinoza lui-même, qu'il faut conserver le vocable, qu'il nous permet de connaître quelque chose de réel avec certitude, et nous nous demandons à quoi ça correspond, quelle place on peut faire pour ce mal au niveau du système. C'est ce que nous faisons quand nous disons que le mal appartient à l'existence. Est-il toujours extérieur, le mal? Il est extérieur à l'essence, mais intérieur à l'existence. Et si le poisson peut devenir le modèle du mal, comme dit Deleuze, ce n'est qu'en vertu, je crois, de son ambiguïté. Nous pouvons, pour ainsi dire, le prendre du mauvais côté, et alors penser qu'il doit être extérieur à l'existence et intérieur à l'essence, mais alors on déforme tout. Ou nous pouvons le prendre du bon côté et comprendre que même intérieur à l'existence, il doit être toujours extérieur à l'essence. Il y a des faux problèmes, je crois, pas seulement chez Bergson et Wittgenstein, il y a aussi des faux problèmes chez Spinoza, et un d'entre eux consiste à confondre l'essence et l'existence, raison pour laquelle je vous propose maintenant de nous arrêter à cette distinction et au rapport d'une chose avec l'autre, pour répondre par la suite, j'espère que un peu mieux armé, le problème de l'erreur. Alors, qu'est-ce que l'essence d'une chose? On a vu que Spinoza nous dit appartenir à l'essence d'une chose, ce dont la présence pose nécessairement la chose, et dont la suppression supprime nécessairement la chose, ou encore, ce sont quoi la chose, et inversement, ce qui sont la chose ne peut ni être ni se concevoir. Il s'agit, je crois, d'une définition plus ou moins classique selon laquelle l'essence est ce grâce à quoi la chose est ce qu'elle est, telle qu'elle est. Or, nous nous apercevons que la définition présente deux dimensions. Une dimension ontologique et une dimension logique, je dirais, pour ainsi dire. L'essence est ce grâce à quoi la chose est telle qu'elle est, mais aussi grâce à quoi nous la concevons de la façon que nous la concevons. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. D'un point de vue, un élément extérieur à la chose la rendrait impossible. D'un autre point de vue, un élément intérieur à la chose la rendrait contradictoire. Et la distinction peut paraître un peu abstraite, mais elle devient tout à fait concrète, je crois, quand on se rappelle que, du point de vue ontologique, l'essence d'une chose consiste en sa puissance. Les choses sont faites de puissance, c'est la puissance qui constitue l'essence des choses. Voilà pourquoi la distinction entre les deux dimensions est importante. Et voilà une première raison pour laquelle une essence n'est pas juste une vérité de type mathématique. Parce que l'est une force, c'est ce qui fait que la chose soit et soit ce qu'elle est. Et concrètement, ce que la définition de l'essence nous dit, c'est que cette force est pleinement positive. Pure positivité, qu'il n'y a rien en elle qui puisse la freiner ou la courber, qu'il n'y a pas de résistance à l'intérieur de la force. L'expression force positive serait un pléonasme, et dans la force, du point de vue de son essence, il n'y a aucune négativité. C'est là où il ne peut y avoir aucune négativité. Première conséquence pour l'essence, donc, elle est infinie. Celle de Dieu, bien évidemment, puisqu'elle est sans aucune limite, mais aussi celle des choses singulières. Bien que le sens des choses dont l'existence n'est pas nécessaire prévoit, pour ainsi dire, des limites dans l'existence, du point de vue de leur essence, il n'y a pas de limite à ce qu'une chose peut devenir. Sans résistance extérieure, elle pourrait persévérer dans l'existence, se développer, croître à l'infini. Bien évidemment, ce sont deux infinis différentes, celui de l'essence de la chose singulière, celui de l'essence de Dieu, comme l'explique la lettre célèbre à Meillard. Or, elle est où la différence? Elle réside où la différence? En ce que l'essence des choses singulières étant elle-même infinie, prévoit, contemple une limitation dans l'existence. Ce qui nous permet de faire dès maintenant, je crois, deux remarques très importantes avant de continuer à déduire les propriétés de l'essence pour ainsi dire. La première, c'est que l'essence, pour le dire d'une certaine façon, se transmet sans se diviser. Elle est un genre de réalité, elle est un type de réalité qui se transmet sans se diviser. En fait, ce n'est pas exact de dire qu'elle se transmet. D'un point de vue qualitatif, l'essence divine est tout entière dans les choses singulières. C'est pourquoi nous disons qu'elle s'exprime en elles et qu'elles sont des affections de celles-ci. Du point de vue de l'essence, toute la puissance de Dieu passe dans les modes. La nature n'est pas l'arbre, mais
la force qui anime les deux, c'est la même. Voilà une première raison pour laquelle il faut distinguer l'essence non seulement d'une vérité mathématique, mais aussi d'une force physique. Les forces se divisent, on peut diviser les forces, pas les essences. Et ensuite, il faut distinguer ce que l'essence est de ce que l'essence prévoit, contemple, implique. L'essence d'une chose singulière est infinie, mais prévoit, envisage, implique ou enveloppe une limite dans l'existence. Nous trouverons d'autres conséquences impliquées par l'essence des choses singulières, mais je crois que dès maintenant, nous pouvons faire la distinction et commencer à observer comment il faut tout un vocabulaire spécifique, tout un vocabulaire spécial pour parler de l'essence, toute une langue que Spinoza ne respecte pas comme ça très soigneusement, mais peu importe. Si l'essence est pleinement positive, elle est infinie, première conséquence, elle est aussi, en elle, disons, deuxième conséquence, la réalité et la perfection coïncident. Nous disions auparavant que la réalité doit se dire en plusieurs sens. Il faut dire maintenant que l'essence, c'est là où la réalité et la perfection sont la même chose. En effet, concevoir une imperfection au niveau de l'essence serait contradictoire et impossible, l'essence étant ce qui fait que la chose soit ce qu'elle est. Il s'agit là d'une conséquence que, je crois, révèle toute sa valeur exégétique quand on la prend au sens contraire, quand on se rapporte à ce que nous dit Spinoza. Par réalité et perfection, je comprends, il faut comprendre la même chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que Spinoza ne dit rien davantage. Il ne dit que par réalité et perfection, il faut comprendre la même chose. Mais la thèse ne peut concerner que l'essence. Dans l'existence, la réalité peut approcher plus ou moins la perfection, mais jamais coïncider. Les choses peuvent se parfaire, mais jamais coïncider avec la perfection. C'est entre autres choses que présuppose cette expression apparemment si paradoxale, selon laquelle les choses peuvent passer à une moindre perfection ou à une plus grande perfection. Qu'est-ce que cela... C'est bien bizarre comme expression. Qu'est-ce que cela signifie? Comment une chose peut-elle être pire et en même temps demeurer parfaite? S'agit-il vraiment d'un paradoxe? Pas vraiment, je crois. Je dirais qu'avec cette expression, Spinoza parle simultanément la langue de l'essence et la langue de l'existence. Et il doit bien le faire, il faut bien le faire, parce que nous savons que selon ces principes, une chose ne peut pas être moins parfaite en fonction d'une comparaison avec un modèle ou avec une autre chose, mais qu'en même temps, dans l'existence, nous ne sommes pas aussi parfaits que ce que nous pourrions l'être, quoique pour notre consolation, nous ne soyons pas totalement imparfaits. Mais alors, avec les expressions dans cette expression de plus grande perfection, moins de perfection, avec le terme plus ou moins, Spinoza parle du point de vue de l'existence. Avec ce concept de perfection, il parle du point de vue de l'essence, et avec cette espèce d'oxymore mobile, il construit une formule hybride qui puisse exprimer l'évaluation des choses seulement à partir de leur essence. L'expression peut paraître ambiguë, mais je dis, il faut bien trouver une façon de le dire. Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous laissons d'être parfaits. Ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous laissons d'être parfaits. Nous pouvons l'être moins, mais pas imparfaits ou non parfaits. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Sound of Metal, Le son du silence, je crois, en français. Ce film qui raconte l'histoire d'un batteur de métal. Oui, un qui l'a vu. Le film raconte l'histoire d'un batteur de métal. Rassurez-vous, il ne faut pas aimer le métal pour aimer le film, il faut juste aimer la philosophie de Spinoza. C'est l'histoire d'un batteur de métal qui commence à devenir sourd. Et alors, bien évidemment, tout son monde tel qu'il le connaît commence à s'écrouler. Et alors, il a bien évidemment du mal à accepter sa condition, au moins jusqu'à qu'il rencontre une communauté des gens qui partagent sa condition, mais même à ce niveau, il n'arrive pas à l'assumer. Il recherche, il évalue la possibilité de se soumettre à une intervention chirurgicale très incertaine. Il va quand même le faire.
le film, ce qu'il raconte, c'est tout son débat intérieur, tout ce combat intérieur entre assumer la condition ou lutter entre elles. Mais alors, quand il va se soumettre à cette opération, le guide, le gourou, le conseiller de cette communauté lui dit « Attention, tu ne pourras pas continuer à venir avec nous. Tu ne pourras pas continuer à participer de notre communauté. Pourquoi ? Parce que nous ne concevons pas la surdité comme un handicap. » C'est ce que le dit le conseiller. Alors, bien évidemment, nous reconnaissons tout le temps l'exemple de l'aveugle. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le film, finalement ? Je crois que ce n'est pas si facile. Au début, certes, le passage à une moindre perfection, la perte de l'audition. Mais ensuite, c'est autre chose. On voudrait dire qu'une essence se substitue à une autre. Ou que l'essence du personnage se transforme parce qu'une forme de perfection va remplacer une autre. Mais nous savons, ce n'est pas possible. L'homme ne se transforme pas en cheval, pas plus qu'en sourde. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il me semble qu'il faut dire que l'essence de ce personnage prévoyait l'audition, mais seulement jusqu'à un certain moment de sa vie. Et qu'est-ce qu'à un certain moment donné constitue un passage à une moindre perfection, plus tard, ça constitue tout simplement une nouvelle forme de perfection. L'objection, je crois, est évidente et on ne peut plus la maintenir en suspens. Jusqu'où pouvons-nous invoquer l'essence pour dire qu'une chose est parfaite ? Jusqu'où pouvons-nous invoquer l'essence ? Pourquoi la vieillesse n'est pas une imperfection ? Pourquoi perdre l'audition à un moment donné, c'est passer à une moindre perfection, mais ensuite, cela n'est qu'une nouvelle perfection. Alors, si nous ne voulons pas, je crois, à aucun moment du système réintroduire un mal absolu, je crois que cette logique, tout simplement, doit se poursuivre à l'infini. Aucun individu, aucun organe, partie d'organe, corpus simplicissimus, peut ne pas être parfait du point de vue de son essence. Du point de vue de leur essence, toutes les choses sont égales, pour reprendre les mots de la fin de la préface de la 4e partie de l'éthique. Et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue logique, il faut admettre que les essences sont singulières. Il n'y a pas deux essences pareilles, à moins qu'elles soient l'essence d'une même chose, et donc la même essence. Autrement dit, pour que chaque chose puisse toujours être jugée seulement sa nature, ses règles, les critères qu'elle exige, l'essence doit être singulière. Et voilà une deuxième raison pour distinguer l'essence aussi bien d'une force physique que d'une essence, que d'une vérité de type mathématique. Les nombres et les forces peuvent s'ajouter, se combiner, pas les essences. L'essence d'une cité n'est pas le résultat de l'addition des essences de ses citoyens et elle n'est pas plus parfaite non plus. Les deux sont également parfaites et on ne peut pas comparer l'une à l'autre. Nous pouvons ajouter des fruits, mais pas des pommes et des poires. Et en fait, loin de penser les essences à partir du modèle des vérités mathématiques, je crois qu'à l'inverse, il faut penser les vérités mathématiques à partir du modèle de l'essence. Le théorème de Pythagore est une chose singulière. La même pour tous, sans doute, mais différente d'autres théorèmes. En deux mots, le sens doit être singulière pour qu'en elle, la réalité et la perfection coïncident, pour que toute chose, grande ou petite, durable ou éphémère, instantanée, puisse être aussi parfaite que réelle. Et cependant, l'essence est éternelle. Instantanée, mais éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire et comment est-il possible que l'essence puisse être à la fois instantanée et éternelle ? Commençons par le premier point. L'essence est éternelle, elle doit l'être. Qu'est-ce que ça veut dire que l'essence soit éternelle ? Pourquoi l'essence doit être éternelle ? Parce qu'elle est pure positivité, parce qu'elle ne peut contenir rien qui la supprime ou la contredise, parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est infinie. Tout cela, du point de vue de la temporalité, signifie qu'elle ne peut pas durer. C'est-à-dire avoir un commencement et un final, défini ou indéfini, peu importe, commencer à être et laisser d'être, ce qui reviendrait à ne pas être à un certain moment, être une chose d'abord et puis une autre. Tous contresens, contradictions. La chose singulière périt, sans doute, et tout le temps est en train de périr, mais son essence est éternelle.
Et en fait, si la chose périt, c'est parce que, d'une certaine façon, même cela, c'est prévu dans son essence de tout temps. De tout temps. La chose périt et est en train de périr, mais son essence est éternelle. Et en fait, si la chose périt, c'est justement grâce à que l'essence, même ça, est prévu dans l'essence, et de tout temps. De tout temps, voilà un premier sens dans lequel l'essence est éternelle. Elle l'est parce que toutes les vérités qu'elle contient le sont, parce qu'elle implique éternellement tout ce qui passe dans un mode. Spinoza est mort le 21 février 1377, mais cela sera toujours vrai, et cela était déjà vrai de tout temps, pas plus que la date de sa naissance ou n'importe quelle vérité qui le définisse. Or, l'essence d'une chose est éternelle aussi dans un deuxième sens, je crois. Elle est éternelle aussi parce que sa puissance est infinie, même si elle ne l'est qu'à l'intérieur d'une limite. Autrement dit, même si l'essence des choses singulières prévoit une limite dans l'existence, cette limite ne fait pas partie de l'essence de leur puissance, qui doit être infinie. Voilà une deuxième raison pour laquelle l'essence est éternelle. Si elle ne le serait pas, la durée des choses dans l'existence ne serait pas indéfinie. Elle est indéfinie de fait parce que nous ne connaissons pas toutes les causes qui vont intervenir dans sa mort, quoique aujourd'hui nous sommes devenus assez forts dans cette prévision, mais elle est indéfinie de droit aussi, justement parce que la puissance est éternelle. Mais c'est bien une éternité différente. Elle ne concerne pas les vérités qui définissent la chose, mais la puissance que la chose est. Une fois de plus, il faut distinguer ce que l'essence implique de ce qu'elle est, et à chaque aspect revient une éternité différente. Alors passons maintenant au deuxième point. Comment l'essence peut-elle être éternelle et instantanée en même temps? En réalité, je crois qu'il s'agit là d'un exemple de faux problème qui confond l'existence et l'essence en faisant dire au même moment deux choses différentes. Pourquoi je dis ça? Parce que, au sens où par rapport à l'essence, l'éternité n'est qu'une métaphore. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi je dis ça? Dans quel sens je dis ça? Je dis ça dans le sens où, par rapport à l'essence, l'instantanéité n'est qu'une métaphore. N'est qu'une métaphore. Autant dire que l'essence est atomique. Alors le problème disparaît parce qu'il n'y a pas d'opposition entre la singularité et l'éternité. Singulière, l'essence est en même temps éternelle. Simplement, dans un autre sens, l'instantanéité n'est pas qu'une métaphore. Une chose singulière doit pouvoir être parfaite à chaque instant et au tempore. Il faut que la chose puisse être parfaite à tout moment, que chaque instant puisse être parfait, et en fin de compte, nos jugements semblent dépendre de circonstances pragmatiques qui nous indiquent à quelle essence nous rapporter à chaque moment par rapport à une existence. Or, quand nous disons tout cela, l'instant, de ce point de vue, appartient à l'existence. Une chose doit pouvoir être parfaite à chaque instant, veut dire que nous devons pouvoir assigner une essence pour ce qu'il y a de plus éphémère, de plus passager, un insecte qui vit quelques heures, un bébé qui est mort prématurément, mais de plus éphémère, de passager dans l'existence. L'essence, elle, est indéfectiblement éternelle. Quel est le problème au fond? Quel est le problème dans le fond en relation à tout ceci? Le problème, c'est que si l'essence ne conférait même à l'instant son éternité, on pourrait diviser le temps jusqu'à l'instant, et puis l'instant jusqu'à qu'il disparaisse, et avec lui, toute l'existence. Vous me direz que c'est là justement la définition du temps, que c'est vraiment la notion d'instant dans le discours de Spinoza, ce qui sert à montrer que la négativité du temps, disons, comme quand Spinoza nous dit que la durée ne peut se composer d'instants. Mais, justement, si la durée et non le temps, si la durée et non le temps ne peut se composer d'instants en ce sens, c'est parce qu'elle a quelque chose de réel aussi à chaque instant. Et si nous pouvons concevoir même l'instant du point de vue de son essence, il faut donc dire que l'essence, c'est ce qui permet de concevoir l'éternité même des instants, même d'un instant, c'est ce qui permet de conférer même à l'instant son épaisseur. En un mot, donc, l'éternité, c'est ce qui nous permet de comprendre la pleine positivité de l'essence, l'indestructibilité de l'essence du point de vue de la temporalité. L'essence ne peut être qu'infinie, pure positivité,
et ceci aussi a un sens du point de vue, non de la durée, non du temps, si on pense au sens que Spinoza accorde à ce terme, mais d'une certaine temporalité. Cela signifie tout simplement que l'essence ne peut pas être détruite. Et cependant la destruction existe. Elle est réelle, pas essentielle, mais réelle parce qu'elle appartient à l'existence. Vous allez me pardonner une petite remarque déconstructive, mais c'est justement dans la lettre à Meyer, dans la célèbre lettre à Meyer, où Spinoza distingue les deux infinis, où Spinoza distingue le temps de l'éternité, où il définit le temps comme un être d'imagination, où il compare l'instant à zéro, au zéro, que c'est justement cette lettre qui se ferme avec Spinoza, nous disant qu'il est pressé par le temps, que le temps de son départ approche. Bien évidemment, ça ne prouve rien, mais bon, c'est curieux. Alors, résumons cette longue déduction de l'essence. D'un côté, l'essence présente des propriétés. Elle est une puissance pleinement positive, singulière, éternelle. De tout cela, je crois qu'il faut distinguer, il vaut la peine de distinguer la façon dont le sens fonctionne ou se conduit, pour ainsi dire, même si nous avons l'impression que parfois, ce n'est qu'une distinction de raison. Je crois, c'est quand même utile. Je veux dire que, d'abord, l'essence, en même temps qu'elle est certaines choses ou pressente certaines propriétés, elle prévoit, contemple, implique des effets ou conséquences dans l'existence, comme nous l'avons dit, l'existence contingente ou nécessaire, la durée, etc. Ensuite, l'essence contient toutes les vérités que définissent une chose. Il est comme un code, pour reprendre un terme du traité de la réforme de l'entendement. Ce n'est pas la même chose, produire des effets et impliquer des vérités. Une chose dépend de l'aspect logique de l'essence, l'autre de l'aspect ontologique. Donc, troisième point, l'essence admet une dimension ontologique qui fait que la chose soit ce qu'elle est, et une dimension logique qui fait qu'on la conçoit telle qu'on la conçoit. Quatrièmement, l'essence s'exprime sans se diviser, on disait tout à l'heure, ça veut dire elle est tout entière dans ses affections. Et finalement, mais c'est la première chose du point de vue ontologique, l'essence est. Elle est la seule chose qui est, c'est-à-dire qui incarne la forme la plus pleine de l'être, là où la réalité et la perfection coïncident. Quel rapport entre l'essence et l'existence? Deuxième grand point de cette reprise de toute l'analyse de la distinction. Quel rapport entre l'essence et l'existence? Les essences n'existent pas, mais sont. Les essences n'existent pas parce que si elles existaient, elles pourraient ne pas être parfaites. Pouvons-nous dire que l'essence a plus de réalité que l'existence? Oui, je crois, au sens où une chose singulière, du point de vue de son essence, est aussi parfaite que réelle, mais du point de vue de son existence, elle contiendra toujours des imperfections, c'est-à-dire oui, au sens où, du point de vue de son essence, elle est pleinement positive, alors que du point de vue de son existence, elle admet des privations. Alors, de la même façon que Chantal Jacquet déduit 4 rapports possibles entre l'éternité et la durée, je crois que nous pourrions déduire 4 rapports possibles entre l'essence et l'existence. La coïncidence, c'est le cas de Dieu, là où l'essence et l'existence coïncident. La convergence, c'est-à-dire la possibilité pour le mode de se rapprocher de leur essence dans l'existence. La divergence, c'est-à-dire le contraire, la possibilité de s'en éloigner. Et une sorte d'opposition hypothétique, je ne trouve pas de meilleure formule, une sorte d'opposition hypothétique qui dirait que si le néant aurait une essence, elle serait ce qui impliquerait l'inexistence nécessaire ou l'impossibilité d'exister. Bien évidemment, ce n'est qu'une façon de parler et ça ne correspond à rien dans les choses, mais cela sert pour comprendre que chez Spinoza, même la négation se conçoit positivement, c'est-à-dire comme ce qui ne peut pas ne pas être négatif, et que pour exister, il faut un minimum de positivité. Voilà pourquoi le diable, compris comme pure négation, comme dans le court traité, n'y peut rien. Qu'est-ce qu'il y a une essence, finalement? Il y a une essence de Dieu et une essence des choses singulières, mais s'il n'a pas d'essence du néant, il n'a pas d'essence du mal absolu, qui n'est pas une moindre perfection, mais l'imperfection en elle-même, ce qui est impossible et inconcevable. Ce ne sont pas tellement de choses différentes, je crois, l'essence et l'existence, au moins par rapport à Dieu et aux choses existantes en acte, comme deux perspectives sur les choses, comme dit Florian dans son article, de logiques différentes.
Et c'est pour exprimer le point de vue de l'essence que Spinoza emploie une formule très précise, ratione essentiae, sous le rapport de l'essence. Elle est moins courante que sub species aeternitatis, mais je crois d'un point de vue logique plus fondamental, au sens où l'éternité dépend de l'essence, mais non l'essence de l'éternité. Or, le fait que presque aucun traducteur ne la rende toujours de la même façon, elle n'est pas si habituelle, elle apparaît, pour ce que j'ai pu voir, que 3 fois. Après, il y a beaucoup d'autres manières de parler de l'essence, les choses telles qu'elles sont elles, les choses telles qu'elles se rapportent à Dieu, etc. Mais cette formule, ratione essentiae, n'apparaît que 3 fois, et les traducteurs en général ne la rendent pas de la même façon. Je veux dire, dans une même traduction. C'est la preuve, je crois, qu'elle a passé comme perspective en soi relativement inaperçue. Voilà. Or, maintenant que nous avons distingué ces deux logiques, nous pouvons mieux armer, j'espère, considérer le problème de l'erreur. Cela, d'un côté, devrait être plus facile parce qu'on a déjà tout ce travail derrière nous, mais en même temps, c'est plus compliqué. Les idées sont des éléments plus compliqués que les corps. Les corps n'ont pas une réalité formelle, une réalité objective. Les corps ne représentent pas les idées, oui, et ça ajoute une complication additionnelle. Alors, par où commencer pour aborder le problème de l'erreur? Je proposerais de commencer par la proposition du groupe des propositions qui concerne la vérité et la fausseté, qui, à mon avis, parle de plus près la langue de l'essence et qui dit qu'il n'y a rien de positif dans les idées, à cause de quoi on les dit fausses. Comment comprendre cette proposition, alors, à la lumière de ces distinctions que nous avons faites? Tout d'abord, il faut dire, je crois que les idées aussi peuvent se concevoir du point de vue de l'essence et de celui de l'existence, et qu'il est important, et que c'est très important de ne pas confondre les idées avec les essences. Deuxième type de faux problème, parce que alors nous devenons incapables de penser aux essences des idées ou aux idées des essences. Et deuxièmement, je crois que nous pouvons affirmer que ce n'est pas du point de vue de son essence qu'une idée pourra être dite fausse. En effet, de ce point de vue, elle est aussi parfaite que réelle. C'est bien ce que Spinoza nous dit avec l'exemple de l'idée du soleil. Il n'y a pas d'erreur à le considérer à 200 pieds. C'est un peu plus compliqué, on pourrait rentrer dans le détail, mais pas maintenant. La seule imagination, nous dit Spinoza, ou l'action d'imaginer en elle-même, cela dépend des traductions, mais nous savons ce que ça veut dire, sous le rapport de l'essence, ne contient pas d'erreur. Alors, où réside donc l'erreur? Première option, nulle part. Parce que, de même que le mal, il n'y a pas d'erreur absolue, et toute erreur ne serait que le produit d'une comparaison, maintenant, toujours entre une existence et un modèle ou l'essence d'autre chose, seulement maintenant au niveau des idées. Autrement dit, l'erreur ne consisterait qu'à exiger d'une idée ce qu'elle n'est pas, sauf que Spinoza nous rappelle que la fausseté ne peut consister dans une privation absolue. Nous invitons de cette façon à lui concéder quelques réalités. Alors, deuxième option, l'erreur appartient à une dimension où la réalité ne s'identifie pas à la perfection, à une dimension où les idées peuvent avoir quelque chose de négatif, à cause de quoi on les dit fausses. Nous le savons bien, cette dimension n'est pas celle de l'essence, où l'aveugle ne manque de rien, mais celle de l'existence, où la cécité est bien réelle, qu'elle concerne les êtres humains ou les idées. Or, que signifie pour une idée d'être parfaite ou imparfaite, aussi parfaite que réelle? L'idée où la réalité et la perfection sont la même chose, c'est bien évidemment l'idée adéquate, c'est-à-dire l'idée complète, l'idée qui ne manque de rien, l'idée qui contient ses causes ou conditions. Inversement, l'idée qui ne contient pas ses causes ou raisons, l'idée partielle, mutilée, nous dit Spinoza très visuellement, c'est l'idée imparfaite en relation à sa seule essence, c'est-à-dire l'idée inadéquate. Autrement dit, l'adéquation est aussi la même chose que la perfection au mode en général, la vérité et la fausseté étant la même chose que le bien et le mal, la confusion et la clarté étant la même chose que la joie et la tristesse. Mais alors, on doit se souvenir que l'adéquation, de même que la perfection, se dit en un sens différent de l'essence et de l'existence. De même que la perfection, l'adéquation se dit de façon différente de l'essence et de l'existence. Absolument adéquate,
c'est-à-dire absolument parfaite, c'est l'idée seulement du point de vue de son essence. Du point de vue de son existence, une idée peut être plus ou moins inadéquate, passer d'une moindre adéquation à une plus grande adéquation. Nous la dirons adéquate par commodité et convention quand elle l'est suffisamment par rapport à un sujet et aux circonstances, mais dans l'existence, l'adéquation n'est jamais absolue. Dans l'existence, même le plus sage des esprits contient une dose d'ignorance, de même que le plus ignorant comprend quelque chose, et l'adéquation absolue, pas plus que la sagesse, la liberté, la joie absolue fonctionne comme un idéal. Une fois cela posé, il me semble que nous pouvons déduire maintenant pourquoi la connaissance du mal est nécessairement inadéquate. La thèse concerne très spécifiquement, dans son contexte, le mal de l'individu, c'est-à-dire la tristesse, mais plus généralement, toute connaissance du mal est une connaissance inadéquate parce que le mal est une privation. Et si le mal est une privation, les idées qui lui correspondent doivent contenir, elles aussi, une privation. Autrement dit, le mal ne peut se représenter que par des idées mutilées, d'où sa connaissance inadéquate. Mais quelle est au fond la raison de cela? Quelle est au fond la raison de cela? Le fait que toute connaissance du mal soit une connaissance de l'existence comme objet, mais surtout une connaissance qui provient de l'existence, qui se produit dans l'existence et lui appartient. En tant que telle, alors, elle contient des privations. Voilà pourquoi, me semble-t-il, même si la thèse apparaît dans le contexte de la connaissance de la douleur ou de la tristesse, elle contient comme le chiffre de toute la connaissance qui, pour appartenir à l'existence, est une connaissance inadéquate. Et il suffit de l'inverser pour comprendre qu'est-ce que la connaissance absolument adéquate, c'est une connaissance d'essence. L'homme fort, nous dit Spinoza, c'est-à-dire l'homme sous la conduite de la raison, l'homme qui a des idées adéquates, s'efforce de concevoir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire du point de vue de leur essence. Pourquoi la connaissance, pourquoi cette connaissance absolument adéquate serait une connaissance d'essence? Parce que l'idée absolument adéquate est une idée absolument complète, une idée qui ne manque de rien, et son objet doit être aussi complet qu'elle, aussi parfait, un objet dont la réalité ne soit autre que sa perfection, donc une essence. Certes, seule l'idée de l'essence de Dieu est totalement adéquate, mais les idées de essence singulière, tout en étant singulières, elles sont aussi absolument adéquates. Il ne faut pas comprendre la totalité et absolue, et il faut faire des distinctions à l'intérieur de l'absolu, de même que la singularité, elle aussi, peut se concevoir d'un point de vue absolu ou d'un point de vue relatif. C'est dans ce sens, je crois, que la connaissance adéquate constitue déjà une expérience de l'éternité, comme permet de voir Spinoza quand il affirme qu'il est de la nature de la raison de connaître les choses sous une certaine espèce d'éternité. Si la connaissance adéquate est une connaissance d'essence, des essences des choses, et les essences sont éternelles, alors à la connaissance adéquate correspond une certaine, absolument adéquate, correspond une certaine expérience de l'éternité. Pas nécessairement de la mienne, bien sûr, mais de l'éternité. Et si l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, sous-entendu à la sienne, c'est parce qu'il ne pense rien moins qu'à la mort en général. Alors, quelles conclusions pouvons-nous en déduire de tout cela par rapport au problème de l'erreur? Tout d'abord, que de même que le mal, il n'est pas pure illusion, produit d'une cause extérieure ou ennemi intérieur des idées, il n'a pas d'essence, mais appartient à leur existence. Au fond, comme pour le mal, on pourrait dire qu'il y a trois options. Ou bien l'erreur n'est rien du tout, mais alors seulement il y a de vérité dans la connaissance absolument adéquate, ou bien l'erreur n'est qu'une illusion produite par la comparaison entre une idée et ce qu'elle n'est pas, ce qui explique seulement que nous ne pouvons pas demander n'importe quoi à n'importe quelle idée. Or, les deux choses laissent sans expliquer encore la connaissance relativement inadéquate, la possibilité pour une idée d'être moins parfaite, ce que Spinoza distingue de l'ignorance absolue. Et voilà pourquoi il faut admettre l'existence de l'erreur, ce qui revient à dire que, comme le mal, elle est objective. Inessentielle mais existante, négative mais objective. Sans doute, elle appartient à l'esprit singulier, l'erreur, mais en tant qu'il contient une privation, non en tant que singulier. L'esprit du sage est singulier et du point de vue de son essence, il ne contient aucune erreur. Et de ce point de vue,
il faut aussi déduire, je crois, qu'il n'y a pas de différence entre les idées que nous sommes et entre les idées que nous sommes, les idées que nous avons et les idées que nous ne savons pas. Toutes inadéquates ou adéquates circulent dans la pensée avec la même indépendance que les corps dans l'extension. C'est pourquoi Spinoza nous dit que les idées inadéquates et confuses suivent les unes des autres avec la même nécessité que les idées adéquates. Sous-entendu, dans l'existence. Dans l'existence, parce que du point de vue de leur essence, toutes les idées sont adéquates. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Il me semble que cela veut dire qu'il faut admettre une sorte de conformité, pour ainsi dire, entre les idées inadéquates que nous avons et les idées inadéquates telles qu'elles existent. Non celle de la connaissance que présuppose la vérité, bien évidemment, mais du point de vue de leur existence, les idées inadéquates aussi sont en nous comme elles sont en Dieu ou dans la pensée. Et si nous voulons décrire l'adéquation en ces termes, il ne suffit pas de dire que les idées adéquates sont en nous comme ils sont en Dieu ou dans la pensée, elles le sont du point de vue de leur essence. Les inadéquates aussi le sont, mais du point de vue de leur existence. C'est ça ce qui donne une valeur objective à l'erreur. Autrement dit, avec l'erreur, nous comprenons quelque chose du monde. Avec l'erreur aussi, nous comprenons quelque chose du monde. Non comme nous sommes dans l'erreur, mais grâce à l'erreur, à travers de lui. De quoi, finalement, y a-t-il des idées de ce point de vue, c'est-à-dire quelles idées existent? Non celle du diable ou de n'importe quelle autre impossibilité, comme cette mouche infinie ou cette âme carrée que Spinoza imagine dans le traité de la Réforme et de l'entendement. Ces objets ne peuvent pas exister, leurs idées contradictoires non plus. Il y a seulement des idées des choses existantes et des idées des essences. Autrement dit, pour qu'une idée existe, son objet doit contenir un minimum de possibilités, même conclusion que dans le cadre du traitement du problème du mal. Alors, je vais bientôt finir à exprimer nos cerveaux avec tous ces technicismes. Mais avant, pour conclure, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de revenir sur notre point de départ, qui était « nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure ». En fait, la proposition est beaucoup plus ambiguë que de ce qu'elle paraît, je crois. Cela, me semble-t-il, parce qu'elle aussi parle simultanément cette langue de l'essence et la langue de l'existence. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une chose ne puisse être détruite sinon par une cause extérieure? Du point de vue de son essence, rien ne peut être détruit parce que l'essence est infinie et éternelle. Et si une chose peut être détruite, c'est seulement du point de vue de l'existence. Or, dans l'existence, elle ne peut pas être détruite exclusivement par une cause extérieure, comme le montre de façon paradigmatique le cas de l'ennemi intérieur. Comment peut-elle être détruite alors par un ennemi intérieur ou extérieur, mais contraire à son essence? Voilà ce que signifie extérieur dans la proposition, contraire à son essence, contraire à l'essence. Mais c'est différent, extérieur et contraire à l'essence. Une chose ne peut être détruite que par une autre qui ne fait pas partie de son essence, que par une chose qui, dans l'existence, n'est pas prévue, contemplée, impliquée par son essence, mais au contraire, exclut tout ce que l'essence de la chose prévoit. Bien évidemment, tout cela, moi-même ça me choque, tout cela est un peu choquant, que le mal ait une existence, que l'erreur soit objective, que la négation corresponde à une forme de réalité, mais il me semble qu'il faut penser tout cela à l'envers, pour ainsi dire, c'est-à-dire éviter de surestimer l'existence. Éviter de surestimer l'existence. En d'autres termes, il ne faut pas s'inquiéter du fait que le mal et l'erreur est une réalité, il faut se soulager du fait que la seule réalité qui leur correspond soit celle de l'existence. Ou encore, en d'autres termes, encore pire, il faut céder l'existence pour sauver l'essence. Céder l'existence pour sauver l'essence. Je sais, Roland, que tu vas adorer ça. Il faut céder l'existence pour sauver l'essence. Cela peut paraître effectivement pire. Qui voudrait sauver son essence, qui voudrait céder son existence en échange de son essence? Cela ressemble à céder son corps en échange de l'âme, une réalité à la place d'une illusion, le concret
retour d'un fantôme métaphysique, mais je crois rien du vitalisme spinoziste n'est menacé quand nous cédons l'existence. Au contraire, toute sa santé, toute sa volonté ne sont que mieux s'assurer. La clé, je crois, consiste à éviter les faux problèmes en distinguant leurs termes. Alors nous découvrons que céder l'existence pour sauver l'essence, ça veut dire quoi? C'est exactement le contraire de ce qu'il paraît. Cela consiste à abandonner les illusions qui accordent au mal et à l'erreur plus de réalité que ce qu'elles ont, pour comprendre que la réalité, dans son essence, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de plus réel, n'est que pure bonté, vérité éternelle, infinie, etc. Si l'essence n'est pas la seule réalité, mais ce qu'il y a de plus réel, l'existence encore moins, elle est la seule réalité, et en fait, elle est ce qu'il y a de moins réel dans la réalité. Cela va sans dire que, c'est là où on rachète tout ce qu'on a donné, cela va sans dire que du point de vue de l'affectivité de l'individu singulier, toute l'existence se transforme et il assiste à cette régénération, à cette deuxième naissance dont parle le court traité. Au fond, cette formulation est beaucoup plus exacte, il faut céder l'existence pour sauver l'existence. Et nous savons à quel point ça peut aller loin. Mon corps n'est pas moi en cas de maladie. Mon âme n'est pas moi en cas de maladie mentale. C'est là, je crois, où finalement réside cette bonté, cette joie, cette beauté aussi du spinozisme, non dans la définition de la joie comme augmentation de la puissance, non dans l'équivalence entre l'essence et la puissance, elle réside dans la pleine positivité de l'essence. C'est là où il n'y a pas de la place pour aucune négativité. Et de ce point de vue, si la proposition 4 de la deuxième partie n'est pas au milieu de l'éthique, permettons de dire comme Deleuze que les choses poussent par le milieu, je crois, oui, qu'elle exprime cependant son cœur, c'est-à-dire l'essence du système. Voilà, merci beaucoup pour votre intérêt.